Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Nous sommes dans vos bureaux, ici rue de Rivoli, à Paris, pas très loin d'ailleurs de l'Élysée où Emmanuel Macron cherche toujours la solution pour débloquer son quinquennat 15 mois après la dissolution. Ce week-end, la note de la France a été dégradée, vous le savez, par l'agence Fitch. On emprunte désormais au même taux que l'Italie, qui a été pendant des années le mauvais élève de la zone euro. On est en train de repartir à zéro dans les discussions sur le budget. Comment vous qualifieriez la situation aujourd'hui en France et est-ce qu'elle vous inquiète ? Oui, elle est inquiétante. Une note dégradée, c'était pas arrivé depuis 2012, où on avait perdu le triple A. Et même 2013, pendant votre quinquennat, il y avait une des agences qui avait dégradé la France. Oui, mais c'était la conséquence de la première dégradation. On en aura d'autres, donc. Et le risque, vous l'avez évoqué, c'est de payer plus cher le financement de cette dette. L'inquiétude, elle est aussi sur la place de la France dans le monde. Nous sommes regardés en Europe par rapport à des conflits qui se passent pas loin de nous. Et on a besoin d'une parole forte d'un gouvernement et d'un président de la République. Et puis enfin, la situation est inquiétante parce que les Français s'interrogent combien de temps ça peut durer, cette instabilité. Donc pour toutes ces raisons, il y a une responsabilité qui pèse sur le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, et une responsabilité aussi des groupes d'opposition, et en premier lieu du Parti socialiste, puisqu'il est le groupe qui va permettre ou qui ne va pas permettre qu'il y ait un budget dans quelques semaines. On va en parler dans un instant, le rôle que pourrait ou non jouer le Parti socialiste dans le futur budget. Mais pour revenir à la dégradation de la note française, est-ce que vous dites c'est la responsabilité de tous ceux qui ont été au pouvoir depuis 1973, c'est-à-dire depuis que la France ne fait plus de budget à l'équilibre, ou est-ce que celle-là, cette dégradation, elle est Emmanuel Macron ? Ah oui, elle est pour le président actuel, parce que ce qui est reproché par l'agence et par les marchés, c'est à la fois d'avoir perdu des recettes, c'est-à-dire qu'il y a eu des baisses d'impôts qui n'auraient pas dû être consenties compte tenu de la situation des finances publiques depuis 2017, au bénéfice des entreprises, pas seulement des entreprises, il y a perdu la taxe d'habitation, 20 milliards. Et puis il y a eu... C'était du pouvoir d'achat aussi pour les Français. Oui, mais on peut toujours trouver des raisons. Mais il se trouve que la France, enfin le budget de l'État, a perdu des recettes et la sécurité sociale aussi avec les exonérations de cotisations. Et puis la deuxième sanction, c'est par rapport à une non-maîtrise de la dépense. Alors on dira, oui, mais il y avait la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire, elle a valu dans tous les pays voisins. Or, ils n'ont pas laissé déraper la dépense publique, comme ça a été le cas depuis maintenant 4 ans. Donc, mais c'est vrai aussi, d'Emmanuel Macron. oui, elle est entière, parce que, je le rappelle souvent, les deux périodes où il y a eu une réduction du déficit public par rapport à la richesse nationale, c'est le gouvernement de Lionel Jospin, et c'est mon quinquennat. Oui, quand vous aviez quitté l'Élysée, on était juste en dessous des 3%, 2,7% voilà, on était à 3% à la fin de 2017. Oui. Mais ce qui est en cause par les agences de notation, c'est l'instabilité politique. C'est-à-dire que ce qui est plus coûteux encore que la mauvaise gestion, c'est le fait qu'il y a une incertitude sur les mois qui viennent et sur la capacité de la France, non pas à rembourser sa dette, nul ne pense que la France ne va pas rembourser sa dette, mais de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous, à l'Élysée, vous auriez refusé que votre Premier ministre joue la confiance de son gouvernement à pile ou face. C'est ça ? Oui, j'aurais refusé. Vous lui auriez dit non ? J'aurais refusé qu'il se mette dans une situation où il serait battu et donc obligé de tomber. Mais je lui aurais refusé aussi le plan qu'il a présenté. Parce qu'il était de nature à créer un conflit dans l'opinion. La meilleure preuve, c'est que Sébastien Lecornu, à peine arrivé, vient de renoncer, à juste raison, aux 2 jours fériés. Et donc, les jours fériés ont entretenu pendant l'été une forme de grogne de la part des Français, une incompréhension de la part des organisations syndicales. On en est à 4 premiers ministres en France depuis un tout petit peu plus d'1 an. François Hollande, une majorité introuvable pour l'instant à l'Assemblée. Est-ce que la Ve République a fait son temps ? Est-ce que vous dites ce sont nos institutions qui ne collent plus aujourd'hui avec le vote des Français ? Non. Non ? Pourquoi ? Nous ne sommes pas dans une crise de régime. Les institutions, elles tiennent. Il y a un président de la République, il est en position de poursuivre et de finir son mandat. Il n'a pas à être destitué. Il y a un gouvernement qui tombe. Un autre le remplace. Oui, mais on peut jouer à ça pendant longtemps. Et si nous n'y parvenons pas, ou si il y a une impossible de constituer un budget et donc de donner une stabilité à la France, une dissolution peut intervenir. Si une dissolution arrive, on verra quelle forme les Français voudront lui donner. Vous y êtes favorable ? Non, je ne suis pas favorable. Non. Mais on voit bien, vous m'évoquez les institutions, il y a des réponses institutionnelles. En revanche... Mais on a l'impression qu'il n'y a aucune bonne réponse pour sortir de la crise. Parce que la crise, elle n'est pas institutionnelle, elle est politique. Il se trouve qu'il n'y a pas de majorité et que les oppositions ne sont pas unies.
Donc à partir de là, c'est pas un changement d'institution qui nous permettra de sortir de la situation que nous connaissons. C'est un changement de comportement. Il faut que le Premier ministre discute, mais pas simplement discute, change l'orientation qui est suivie depuis déjà plusieurs années. Et qu'il le fasse avec la seule opposition qui est prête à justement entrer dans cette négociation, les socialistes. Les socialistes. Oui. Et deuxièmement, et je ne veux pas exonérer la responsabilité d'une grande formation politique que j'ai dirigée pendant longtemps, c'est que aussi aux socialistes de faire des propositions, ils en ont fait, de poser des conditions, elles sont là, mais de savoir qu'à un moment, il faut nouer un compromis s'il est possible. On va y venir dans un instant. Vous proposez ce que propose le Parti socialiste et s'il peut ou non y avoir des points d'accord. Simplement, ce que vous nous dites là, sur le constat que vous faites, et la nécessité de dialoguer avec l'opposition de gauche, est-ce que vous le dites aussi à Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez encore des liens, des contacts avec lui, ou est-ce que tout est rompu depuis maintenant plusieurs années? Non, je n'ai pas de lien, non pas de mon fait. Vous pourriez l'appeler. Je crois que c'est pas dans ce sens-là que les choses doivent se faire. S'il veut m'appeler, il peut m'appeler. Je constate qu'il a des rapports avec mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Mais finalement, quand je m'exprime, un peu ça. Pas du tout. Non, je pense que c'est bien qu'il ait de son d'expérience de ceux qui ont dirigé le pays. Il y a la même chose pour Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre. Il vous appelle quelques heures après sa nomination, je crois, c'est sorti dans la presse, hein, c'est connu. Et le lendemain, il déjeune avec Nicolas Sarkozy. Oui, mais comment vous expliquez ça? Je l'explique assez bien. Monsieur Lecornu, il était membre de l'UMP, membre des LR. Ouais. Il était d'un proche de Nicolas Sarkozy avant qu'il ne rejoigne Emmanuel Macron. Donc sa famille politique, et je ne lui en fais pas du tout grief, sa famille politique, c'est la droite française. Oui, mais Emmanuel Macron, sa famille politique, c'est vous. Vous l'avez nommé, vous l'avez fait. Oui, il aurait dû le comprendre et ne pas changer d'orientation et de ligne devenant président de la République. C'est-à-dire, il est de droite aujourd'hui, Emmanuel Macron? Il a mené une politique du centre-droit. Et une politique plutôt libérale, qui n'était pas du tout celle que je menais, même s'il pouvait y participer. Donc je pense qu'il a entendu, en tout cas, deux messages que j'ai formulés. Le premier, c'était qu'il nomme vite un Premier ministre. Il l'a fait. Oui. Et la seconde recommandation, peut-être nous entendra-t-il, c'est de faire en sorte que ce Premier ministre, il se trouve que c'est Sébastien Lecornu, puisse avoir toute l'attitude pour négocier et même pour rompre, c'est le mot qu'il a utilisé, avec la politique qui a été menée jusqu'à... C'est ce qu'il vous a dit, Sébastien Lecornu, quand il vous a appelé le soir de sa nomination? Il vous a dit « je suis prêt à parler avec vous, à négocier avec vous ». Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était dans une démarche de discussion. Ce que je lui ai répondu, c'est que c'est avec les chefs de parti et chefs de groupe parlementaires qu'il faut mener ce travail. Et j'ai ajouté, c'est avec les partenaires sociaux et en particulier les organisations syndicales. Il va y avoir une manifestation le 18, il y a des revendications, et c'est très important qu'il puisse y avoir, de la part du gouvernement, une compréhension de ce qui existe dans le pays à travers ce que formulent les organisations syndicales. À partir de là, je pense que la double démarche du gouvernement, parler, c'est normal, il faut voter un budget, et avec les groupes parlementaires, et négocier avec les organisations syndicales. On va rentrer dans le fond des sujets qui préoccupent les Français. François Hollande, si vous voulez bien. Si un accord doit être conclu entre le Parti socialiste et Sébastien Lecornu, qu'est-ce qu'il doit conclure? Pour vous, quels sont les 2 ou 3 thèmes qui vous semblent prioritaires pour qu'il y ait un soutien, quelle que soit sa forme? Non-censure, participation de ministres socialistes. Qu'est-ce qu'il faut dans ce texte écrit? Qu'il faille un rétablissement des finances publiques. J'ai évoqué le rôle que j'ai pu jouer, que la gauche a pu jouer dans le passé. Oui, il faut un rétablissement des finances publiques. Sans doute pas avec la même ampleur que ce qu'avait prévu François Bayrou. Donc pas les 44 milliards de François Bayrou. Est-ce que c'est les 22 milliards demandés par le PS? Est-ce que c'est entre les deux? C'est là-dessus qu'il va falloir discuter. Ça peut être entre les deux. Il faut avoir une trajectoire qui sera sans doute entre les deux et étalée dans le temps avec suffisamment de sérieux et de consensus. Ce qui va intéresser la Commission européenne, parce que c'est elle qui juge, et éventuellement les marchés, c'est est-ce qu'il y a un consensus en France pour qu'on arrive à justement réduire le déficit public. Mais si j'entends bien vos propos, c'est pas 44. C'est sûrement pas 44. Mais c'est pas forcément 22 non plus. Ça peut être entre les deux, un peu plus que ce que dit officiellement le PS. Ça peut être finalement un peu plus que 22, surtout si on trouve des recettes supplémentaires. Et parmi ces recettes supplémentaires, il y en a 2 qui sont des lignes, on dira rouges, mais en tout cas roses, des lignes pour le Parti socialiste, et d'ailleurs pour moi. Il faut qu'il y ait une contribution pour les grandes fortunes. On comprendrait mal que ceux qui ont eu l'enrichissement le plus grand ces dernières années ne participent pas à l'effort collectif. Deuxièmement,
il est nécessaire que les entreprises contribuent aussi. Il n'y a pas que les salariés qui doivent payer, il n'y a pas que les assurés sociaux. Les entreprises, elles ont reçu aussi beaucoup d'exonérations de cotisations sociales, des baisses d'impôts, et puis elles ont été quand même indemnisées pendant la crise sanitaire. Il serait logique qu'il y ait, pour justement rester sur une trajectoire qui soit réaliste et qui soit néanmoins crédible, il faut que ces deux contributions se fassent. Sur le premier point, pardon, vous dites taxation, contribution des plus aisés. Vous ne reprenez pas l'idée d'une taxe Zuckman, en tout cas vous ne la prononcez pas. C'est volontaire ? Non, on peut la prononcer, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de fétichisme. Qu'est-ce que c'est que la taxe Zuckman? C'est de prendre 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, 15 000 foyers concernés à peu près, et le patronat qui hurle en disant attention, on va attaquer certaines entreprises. Donc, je résume en quelques mots. Oui, les foyers les plus riches et qui ont mis dans des holdings leurs actions. C'est d'intégrer l'outil de travail, c'est-à-dire les actifs professionnels. C'est une vieille thèse. Hein. Si on veut intégrer les actifs professionnels, il faut que le taux soit très très bas. Donc pas 2%. Pas 2%. Parce que sinon, il y a des cessions de parts, il y a des entreprises qui risquent, je ne parle pas des très très grandes, mais même des... Ce serait quoi, 1%, 0,5%? Alors après, ça se discute, ça fait partie de la discussion. Du coup, ça rapporte beaucoup moins que la taxe Zuckman, qui, lui, affirme 20 milliards par an. Il vaut mieux avoir un rendement qui soit dans le temps, plutôt que d'avoir une fois une prise, et puis ensuite un risque qu'il y ait une évasion, et donc un exil. Donc ça, c'est la première formule. Il y a une deuxième formule, qui est, il existait l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, ça prenait pas l'outil de travail, mais le taux était plus important. Et on y avait les actions que détenaient un certain nombre de patrimoines, d'actions qui n'étaient pas de l'outil de travail. Donc ça peut être une autre formule. Vous imaginez Emmanuel Macron remettre en place l'impôt sur la fortune? À un moment, il faut faire un choix. Si on veut pas... Ce serait une claque pour lui. Mais de toute façon, il faut une concession. Non pas pour punir, ça n'a aucun sens, c'est pas simplement un renoncement. C'est-à-dire il faut trouver quand même des moyens financiers et il faut que ce soit les plus grandes fortunes qui puissent y souscrire. Il y a une troisième formule même, que j'avais moi-même utilisée. La taxe à 75%? Non, qui est la flat tax. La flat tax, ça n'existait pas. La flat tax, c'est la taxation à 30% des dividendes, notamment, plutôt que d'être soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire beaucoup plus. Exactement, donc à des taux beaucoup plus bas que l'impôt sur le revenu du travail. Et donc, on prend les revenus, on ne prend plus les patrimoines. Donc, il y a plusieurs formules possibles. Ce qui compte, c'est l'objectif. Il faut que les plus grandes fortunes participent. Vous avez entendu ou lu ce matin, plus exactement, sans doute le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit « Attention, on est prêt à mobiliser les patrons comme jamais depuis des années si on augmente les impôts ». Est-ce que vous entendez ces arguments ou est-ce que vous dites maintenant ça suffit, les patrons, il va falloir que vous payiez un peu? Il y a toujours une confusion dans l'expression du président du MEDEF, mais il n'est pas le seul, entre les impôts payés par les patrons et les impôts payés par les entreprises. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le rôle d'une organisation patronale, c'est de défendre l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas de mettre en cause les dirigeants, mais il y a une différence entre ce que peut payer une entreprise et ce que peut payer un dirigeant. À un moment, lorsque les revenus de ces dirigeants sont très importants, que leur patrimoine a considérablement augmenté, pour les propriétaires, comme d'ailleurs pour les cadres dirigeants, c'est logique qu'on leur demande une participation. Donc, il y a un moment où chacun doit faire un effort. François Hollande, au-delà des ultra-riches, est-ce que vous pensez qu'il faudra augmenter les impôts, et par exemple l'impôt sur le revenu, d'une partie des Français qui vivent plus confortablement que les autres? Vous avez dit il y a quelques années, on s'en souvient, à partir de 4 000 €, on est riche, ça vous a été beaucoup reproché, sans vous demander Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, peut-être que ce serait 5 000 € avec l'inflation aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il faudra aussi augmenter l'impôt sur le revenu d'une partie des Français? Non. Je pense qu'il n'y a pas d'effort demandé aux Français dans leur très grande majorité, c'est-à-dire à tous ceux qui peuvent même avoir des revenus confortables. Je pense que ce sont les plus aisés qui doivent être appelés, soit sous la forme, je l'ai évoqué, d'un impôt sur le patrimoine, soit d'un renforcement de l'imposition sur les revenus du capital, parce que ce sont ces revenus-là qui ont explosé. Ce n'est pas les revenus du travail qui se sont considérablement accrus, ce sont les revenus du capital. Donc il est normal qu'il y ait une plus forte contribution pour ces revenus-là. Je vous écoute depuis tout à l'heure, François Hollande, et je me dis, il y a eu beaucoup de divergences de vues entre vous et Olivier Faure ces derniers mois, et finalement, aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes d'accord sur l'essentiel, sur le fait qu'il faut discuter avec Sébastien Lecornu, sur le fait qu'il faut mettre quelques points sur la table. On va parler des retraites dans un instant. Ça y est, tout est pardonné entre vous? Mais il n'y avait pas de question de personne, c'est une question de ligne politique. Chaque fois que le Parti socialiste, et ça a été le cas, s'autonomise, affirme son identité, fait des propositions, revendique la responsabilité... Et rompt avec LFI. Et rompt avec LFI, et même ne se laisse pas entraîner par des postures de ses propres alliés. Il est lui-même. Et on a besoin d'un grand
Parti socialiste aujourd'hui et encore a fortiori demain. Donc sur cette position-là, je trouve que la direction du parti a pris la bonne orientation. C'est un bon premier secrétaire, Olivier Faure. Mais écoutez, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de faire des propositions, elles ont été entendues, c'est de discuter, de négocier, ça sera son rôle, et aussi celui des groupes parlementaires, des deux présidents. Et le mien, qui est dans une position un peu différente, c'est de faciliter cette négociation et de faire en sorte que le gouvernement comprenne bien, j'ai parlé du président de la République, que sans l'accord du Parti socialiste, c'est-à-dire sans l'assentiment, il ne s'agit pas d'adopter un budget, le Parti socialiste restera dans l'opposition, la majorité restera la majorité, mais il faut qu'on trouve un accord pour que le pays soit tenu et qu'il puisse être dirigé et qu'il ait un budget. Vous dites que le PS restera dans l'opposition, même si on trouve un accord. Il est hors de question que des ministres socialistes rejoignent un gouvernement le cornu. Oui, il pourrait y avoir... Il est hors de question ? Oui, il est hors de question, parce que ça, c'est une logique de coalition. Une coalition, c'est vous êtes présenté devant les électeurs avec l'idée de former une alliance, et puis... Pas toujours en Allemagne, chacun vote pour son parti, et après... c'est un autre mode de scrutin, c'est un scrutin à la proportionnelle. Là, c'est non. Et à ce moment-là, vous signez un contrat de gouvernement. C'est pas le cas, et c'est pas un problème. Il y a une équipe gouvernementale, elle sera sans doute très proche de celle qui existait avec François Bayrou. Ça pas un problème de personne. Problème qui est Bruno Retailleau reste là, Gérald Darmanin. C'est une question de contenu. Est-ce que la politique va changer ou elle va rester la même? Si elle reste la même, il est sûr qu'on aura les mêmes causes qui produiront les mêmes effets. Mais vous ne demandez la tête de personne au gouvernement, même Bruno Retailleau? Non, il peut rester en place à partir du moment où il y a un accord. Qu'un changement de politique, est-ce que les Français puissent être préservés dans cette période? Préserver, ça veut dire avoir de la stabilité et donc une capacité à consommer, à investir, à entreprendre. Et puis préserver au sens où il faut qu'ils puissent avoir un pouvoir d'achat qui soit lui aussi garanti et qu'il puisse y avoir des négociations qui évitent que ce soit les petits salaires, les petites retraites et les assurés sociaux qui fassent l'effort. On a parlé des hauts revenus. L'autre point qui est sur la table aujourd'hui, c'est la réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait passer l'âge légal progressivement à 64 ans. Est-ce que vous lui demandez de revenir entièrement, d'enterrer cette réforme ou de la suspendre ? C'est au gouvernement que je m'adresse. Il a entendu ce qu'ont dit les partenaires sociaux. Pas question de revenir à ce qu'on a appelé le conclave. J'y étais favorable au conclave. Il n'a pas abouti, blocage patronal, incapacité de François Bayrou à le lever, ce blocage patronal. Il s'agissait surtout d'améliorer les conditions de prise en compte de la pénibilité, permettant à des salariés qui ont travaillé dur de partir plus tôt à la retraite. Cette solution est évacuée, je le regrette, puisque c'était le but du conclave. Il n'y a plus de reprise du conclave, donc il faut trouver une autre solution. C'est ce qui va être sans doute discuté entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La proposition que moi je fais, c'est de dire, si on veut trouver une issue, il faut suspendre cette réforme pour l'année 2026. Et puis, il y aura un grand débat en 2027. La suspend en 2027, c'est-à-dire qu'on arrête l'âge légal à 62 ans, s'arrête là, ou 6 mois, oui. Parce qu'elle avait déjà commencé à s'appliquer. Il s'arrête là, oui. Les gens qui atteignent cet âge peuvent partir. Et en 2027, il y a le débat présidentiel. Débat présidentiel, il y aura des candidats qui diront « nous, on veut même aller au-delà de 64 ans », il y en aura. Et d'autres qui diront « au contraire, on vient… » Eh bien, les Français choisiront. Et s'ils choisissent la solution d'aller au-delà de 64 ans, le président qui sera élu pourra dire j'ai un mandat. S'ils choisissent une autre... Vous tordez le bras d'Emmanuel Macron, enfin vous lui dites de revenir sur l'une de ce qu'il considère comme une de ses grandes réformes. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le pays soit tenu, y compris dans l'intérêt même du président de la République et je dirais de la France et de sa place dans le monde et en Europe? Est-ce qu'on veut de la stabilité? La stabilité, elle me paraît requise aussi pour que le président de la République puisse mener la politique étrangère qui correspond aux intérêts du pays. S'il ne le fait pas, vous considérez que toutes les conditions ne sont pas remplies? S'il ne le fait pas, on n'est pas là. C'est pas d'ailleurs le président qui doit choisir, c'est le Premier ministre, puisque c'est lui qui a cette latitude-là. Et donc, il faut à un moment trouver un compromis. Est-ce qu'on est... Enfin, du côté du gouvernement, la responsabilité, elle est là. Est-ce qu'il y a une volonté de chercher un compromis où tout ça est factice? Je ne veux pas le croire, en tout cas. Donc, il faut chercher des voies de compromis. Et ce que je viens de dire est déjà l'amorce d'un compromis. François Hollande, Sébastien Lecornu dit qu'on ne peut pas demander des efforts à tous les Français sans en demander aussi aux anciens premiers ministres et aux anciens présidents. Est-ce que pour vous, il a d'ailleurs lancé une mission sur ce thème pour voir s'il y avait des économies à faire, est-ce que vous dites que c'est une bonne décision ou est-ce que pour vous c'est populiste?
Pour les anciens présidents, c'est moi-même qui avais pris la décision de réduire leurs avantages une fois qu'ils étaient sortis de l'Élysée au bout de 5 ans. Donc, est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui? On peut toujours aller plus loin. Mais que vous y êtes prêt, vous? Les seuls moyens dont un ancien président dispose véritablement, au-delà de son secrétariat, c'est une protection policière. Et je pense que celle-là, elle n'est pas revendiquée par les anciens présidents, je ne crois pas. Elle est nécessaire pour assurer leur protection. Pour le reste, oui, mais je crois qu'il faut donner ces signes-là. C'est important qu'il n'y ait pas de fantasme sur ce que les anciens premiers ministres, anciens présidents, parlementaires, élus de la nation. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme de surenchère. Moi-même, quand j'étais président, j'avais diminué de 30% à la fois l'indemnité, le salaire du président et des ministres. Alors, on peut toujours aller plus loin, mais il y a un moment, il y a aussi une reconnaissance quand même de ce qu'est la fonction. Est-ce qu'on regarde cette fonction par rapport à certains salaires dans le secteur privé? Je pense qu'on aurait quand même avantage à ce que les personnes qui ont le plus de compétences restent dans la fonction publique d'abord, et dans le service du public, et donc dans la fonction électorale. Je voudrais, François Hollande, vous lire une déclaration de Sébastien Lecornu qui remonte à 2012. Vous étiez à l'Élysée, c'est au moment du mariage pour tous. Voici ce que disait celui qui n'était pas encore Premier ministre, évidemment. Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Le mariage est dans nos sociétés la base de la construction de la famille, et une famille se construit entre un homme et une femme. Depuis ces mots qui remontent donc il y a 13 ans, Sébastien Lecornu dit qu'il a évolué sur cette question, mais cette semaine, Marine Tondelier, la patronne des Verts, l'a qualifié, je cite, d'homophobe. Pas la déclaration, hein. L'homme Sébastien Lecornu. Est-ce que vous diriez la même chose? Non. Je pense qu'il a eu une position qui était celle de son parti à l'époque. Il faut savoir que pendant les Républicains, la discussion de ce qu'on a appelé la loi Taubira, il y a eu une opposition, même une obstruction virulente de la part des LR. Beaucoup l'ont regretté après. C'est un peu la même chose que ce qui avait eu lieu sur le Pacs. Et donc, s'il revient maintenant à ce qu'est d'abord la loi et l'idée qu'elle représente, je ne m'en plaindrai pas. Mais c'est vrai que c'est tout à fait regrettable qu'il y ait pu y avoir ces paroles-là. Après, je pense que ce qui compte, c'est la société. La société, elle a elle-même évolué. Aujourd'hui, qui remet en cause la loi sur le mariage? C'est une fierté, à tous les égards. Pas simplement pour les personnes de même sexe, pour toute la société. C'est ça, une grande loi. Je dis souvent, qu'est-ce que c'est qu'une grande loi? C'est pas celle qui s'est faite avec fracas, ça peut arriver. C'est celle qui dure, celle qui est finalement irréversible. C'est celle-là. Il y a un autre reproche qui est fait par une partie de la gauche aujourd'hui à Sébastien. Ce sont ces 3 dîners qu'il a fait en 2024 avec Marine Le Pen, des dîners qui ont été révélés par la presse. Le Rassemblement national dit qu'à l'époque, il n'a été question que du budget des armées. Sébastien Lecornu était ministre des armées. Il s'agissait de voir, d'après le RN, si des amendements déposés par le parti pouvaient être repris ou non, notamment dans la loi de programmation militaire. Est-ce que vous dites, il a raison? Quand on est ministre, on doit parler avec tout le monde, y compris avec le Rassemblement national, ou est-ce que vous pensez que c'est une faute politique ou morale? Je pense qu'il aurait dû rencontrer Mme Le Pen dans un cadre officiel. Ça m'est arrivé quand j'étais... Certains de ces dîners ont eu lieu au ministère, d'autres au domicile d'un homme politique. Mais publiquement, ça m'est arrivé. Il aurait dû le mettre à son agenda. Oui, de recevoir Mme Le Pen au moment, par exemple, des attentats, ou par exemple sur des réformes que nous pouvions conduire. Elle fait partie, non pas de l'arc républicain, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, elle fait partie des groupes qui sont représentés à l'Assemblée nationale. C'est à ce titre-là qu'une rencontre est possible. Et ce qui est attendu peut-être de Sébastien Lecornu, c'est de fixer la limite. Justement, on peut discuter avec tous les groupes, ça fait partie de la vie politique et de la vie institutionnelle. Mais on ne peut pas dire que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain. Pourquoi? Parce que ces valeurs s'écartent. Parce que le principe de la préférence nationale, les discriminations, souvenir de déclarations qui ont profondément blessé, racistes notamment, autrefois antisémites, même si de ce point de vue-là, il y a eu une évolution. C'est-à-dire, vous ne pensez pas que Marine Le Pen a fait le travail? Vous dites le RN, c'est toujours le FN. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution, au moins dans le langage. Mais ce qui est clair, c'est que le programme du Rassemblement national s'écarte des principes de la République. La meilleure preuve, c'est que le Rassemblement national annonce, il ne s'en cache pas, qu'il veut réviser la Constitution, qu'il veut faire des référendums, notamment sur l'immigration, qu'il veut revenir sur certains blocages que la Constitution
empêcherait, sur le Conseil constitutionnel notamment. Donc c'est une évolution de l'état de droit. Et d'ailleurs assez comparable à ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui peut se passer dans d'autres démocraties où des groupes ou des partis ou des personnalités d'extrême droite ont changé déjà l'état de droit. Donc le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Les Insoumis sont bien dans l'arc républicain? Oui, ils sont dans l'arc républicain dès lors qu'ils se comportent en républicains. Et est-ce qu'ils le font pour parfois, ils s'en écartent quand ils ont des déclarations qui sont outrancières, quand ils sont au nom de la condamnation légitime de ce que fait le gouvernement de Netanyahou dans une forme d'antisionisme qui peut quelquefois donner prise à l'antisémitisme. Et là, il faut être très intransigeant, et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, le Parti socialiste ne doit avoir aucune alliance avec les Insoumis. Pour être très clair, parce que vous voyez poindre le débat sur, en cas de second tour, un jour, à une élection entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, je choisirais l'un ou l'autre. Est-ce que vous mettez le mot égal entre LFI et RN, ou est-ce que pour vous, l'un est un danger et l'autre moins, ou pas du tout? Je ne mets pas un signe d'équivalence. Et je souhaite ne pas avoir à mettre un jour un signe d'équivalence. C'est-à-dire que le RN est un adversaire? Je pense que le RN n'est pas dans l'arc républicain, et que les Insoumis, même si je condamne leurs outrances et leurs dérives, sont encore un parti, ou représentent un parti qui est sur les questions de racisme encore clair. François Hollande, 200 000 personnes ont manifesté cette semaine dans le cadre de la journée Bloquons tout. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a dit que c'était un échec. Est-ce que vous considérez que c'est un échec, une réussite? Et quel regard vous portez sur ce mouvement-là? Sur le mouvement du Bloquons tout. Du 10. Oui. Bon, c'est un mouvement plus ou moins spontané, qui a été précisément récupéré par la France insoumise, qui avait des revendications qui étaient assez confuses. Donc il a donné ce qu'il a pu donner. Pas une participation considérable. Pourquoi? Parce que précisément, il y avait une récupération politique. C'est pas rien, 200 000 personnes. Non, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y avait de la colère et qu'il y a des gens qui y sont venus et qui ne sont pas du tout sous la férule de quelque parti que ce soit. Mais ce qui va compter, à mes yeux, c'est pas le 10. C'est le 18. C'est le 18. Pourquoi c'est le 18? À l'appel de tous les syndicats. Oui, parce que c'est très important que ce soit les formes de représentation qui soient ainsi en mouvement et qui puissent ouvrir une négociation. Comment vous négociez avec un mouvement spontané? On l'a vécu avec les Gilets jaunes. Voilà. C'est-à-dire descendre dans la rue là, le 18, pour vous, c'est faire pression sur Sébastien Lecornu pour avoir la taxation des plus riches. C'est comme ça que ça va se passer. Oui, c'est la rue qui va faire pression. Elle fait partie. C'est pas la rue. Les organisations syndicales, c'est pas seulement la rue. Ce sont des structures qui portent des revendications. Donc la négociation qui va s'ouvrir, j'imagine qu'elle aura lieu après le 16, doit permettre de peser sur ce qui va se passer ensuite au Parlement. Vous appelez les Français de gauche, les Français tout court à manifester ou... C'est les organisations syndicales qui appellent. Il arrive que des partis politiques ou des responsables demandent aussi. Ça n'a jamais été ma règle. Je ne suis pas pour la confusion. Bien sûr qu'on peut appuyer des revendications. Bien sûr qu'on peut souhaiter qu'il puisse y avoir un succès de cette mobilisation. Mais ce sont les organisations syndicales qui en décident, c'est elles qui ont mis cette journée sur le calendrier et qui ensuite auront, et c'est leur responsabilité, à donner une traduction. Parce que c'est ça qui compte, traduire le mécontentement, la colère. Un des problèmes que l'on rencontre partout, c'est que les colères sont devenues beaucoup plus individuelles, se sont exprimées sur les réseaux sociaux et pas simplement à travers les syndicats, les partis politiques, les grandes associations. Et c'est ça qui rend la crise politique extrêmement dangereuse. Donc il faut redonner une place et aux partis politiques, s'ils les méritent, cette place, et aux organisations syndicales. François Hollande, hier à Londres, entre 100 et 150 000 personnes ont manifesté contre l'immigration et pour la liberté d'expression. C'était l'ordre de cette manifestation, la plus grande jamais organisée sans doute dans ce pays par l'extrême droite. Depuis des mois, des manifestations se multiplient devant des hôtels qui hébergent des demandeurs d'asile, à l'appel de l'extrême droite toujours. Éric Zemmour était présent hier à Londres. Elon Musk a apporté son soutien dans une vidéo aux manifestants. Et en France, un député RN demande le même genre de manifestation chez nous en France. Est-ce que ça vous fait peur? Ce qui doit nous préoccuper, et plus que ça, ce qui doit nous faire prendre conscience qu'il y a un basculement possible dans toutes les démocraties. L'immigration étant une des peurs qui est agitée. Elle n'est pas la seule. À tort pour vous? Non, l'immigration doit être contrôlée, maîtrisée, mais à travers l'immigration, c'était ça ce qui était dit dans cette manifestation par un hooligan qui a été condamné plusieurs fois pour racisme. Oui. C'était notre identité va disparaître, ce que nous représentons, notre culture, notre religion va disparaître.
C'est-à-dire c'est une démarche de division du pays, en l'occurrence. Et ça, c'est à l'œuvre dans toutes les démocraties. Et ce qui est tout à fait inquiétant sur les méthodes, c'est que ça part toujours de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une résonance. On l'a vu aux États-Unis, ça a commencé avec Donald Trump d'ailleurs. On le voit dans beaucoup de pays voisins, on le voit au Royaume-Uni, on le voit même en France. Oui. C'est ce que j'allais vous dire. Les populistes, appelons-les comme ça, même s'il y a c'est un peu réducteur. L'extrême droite, aujourd'hui, elle est en tête dans les sondages en France, avec le Rassemblement national, en Allemagne, avec l'AfD, au Royaume-Uni également. Il y a une vague aujourd'hui sur Oui, il y a une tendance liée aux peurs, et il ne faut pas nier les peurs. J'aurais pu citer l'Italie, où elle est au pouvoir en coalition. Vous auriez pu citer la Hongrie, vous auriez pu citer aussi la Suède. C'est simplement nos voisins et nous-mêmes. Mais il y a des peurs qui sont réelles. La peur de l'immigration incontrôlée, la peur d'une insécurité, d'une violence, des trafics de drogue, la peur de la guerre qui est à nos portes en Europe, la peur d'un conflit de civilisation qui serait importé à la suite de ce qui se passe à Gaza. Ça veut dire que la gauche doit parler aussi à ces gens qui ont peur, leur parler aussi d'immigration, d'insécurité et le faire sans se boucher le nez. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas d'abord nier les peurs, et il faut être capable de les surmonter, de les dépasser, et donc d'apporter des réponses politiques, y compris sur la question d'immigration, en sachant qu'il y aura toujours une part d'immigration qui viendra, une autre qui doit être refoulée, il y aura toujours des reconduites à la frontière qui doivent s'exécuter, ça c'est très important, le respect de la loi. Et sur la sécurité, on a passé une étape qui n'est pas propre à la France non plus, le trafic de drogue, la violence qui est liée, les réseaux sociaux qui se sont emparés, la mondialisation du trafic de drogue. Vous voyez ce qui se passe sur les transports maritimes. Et la crainte des situations impossibles à régler aujourd'hui, y compris dans des petites villes ou des villes moyennes. Oui, donc tout ça appelle des réponses qui sont pour partie sécuritaires, il faut mettre plus de moyens, pour partie sanitaire, pour partie aussi de l'ordre de la pénalisation. On a souvent à l'égard du consommateur une forme de négligence ou de naïveté en disant bon finalement il y a des consommateurs. Mais non, le consommateur doit être appelé. Vous dites comme Gérald Darmanin, le consommateur il a aussi du sang sur les mains. Enfin je ne dirais pas sur ces expressions-là, mais il a sa responsabilité. Parce qu'il doit savoir qu'il s'inscrit dans un trafic qui utilise finalement des êtres humains et qui aboutit à des violences et même à une déstabilisation du pays. Chaque fois qu'il y a des dictatures qui s'installent et qui perdurent, on l'a vu en Syrie, mais on le voit aussi dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, ils utilisent la drogue pour nous déstabiliser. Oui. Donc la démocratie, si on veut la conforter, elle doit prendre en compte toutes ces menaces-là. Mais les populistes, eux, ils vont essayer de détruire le contenu même de la démocratie. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement important, peut-être même très grave cette semaine, au-dessus de la Pologne. François Hollande, d'une vingtaine de drones russes ont traversé le pays avant d'être abattus. La nuit dernière, c'est en Roumanie qu'un drone a été surpris, très probablement d'origine russe aussi, même s'il y a encore un tout petit doute là-dessus. Ça s'appelle comment? C'est une provocation ou c'est une agression? C'est une intimidation, une agressivité qui est maintenant permanente de la part de la Russie. Jusqu'où elle peut aller. C'est-à-dire, pour parler, ils nous cherchent. Oui, ils veulent... Ils nous provoquent. Ils veulent tester d'abord notre réaction. Est-ce que nous allons avoir une attitude à la hauteur de la provocation ou est-ce que nous minimisons? Donc il ne faut pas minimiser. Est-ce que notre attitude a été la bonne? Pour la France, par exemple, on a envoyé 3 Rafales en plus surveiller le flanc est de l'OTAN. On a convoqué l'ambassadeur de Russie. C'est la bonne réaction? Vous auriez fait la même chose? Il fallait être encore plus fort dans la réaction. C'est la bonne réaction. Mais ce qui est intéressant, c'est la non-réaction des États-Unis. Donald Trump a dit, on n'est pas bien sûr, c'est peut-être une erreur de trajectoire. Oui. Et donc le problème principal, là, au-delà de l'agressivité, pour ne pas dire de l'agression de Vladimir Poutine. Je ne parle même pas simplement de l'Ukraine, sur la Pologne, peut-être demain la Roumanie ou la Moldavie, etc. C'est l'attitude de Trump. L'attitude de Trump, c'est notre allié. Ça devrait être notre allié. Pour beaucoup de pays européens, pas pour la France, mais pour beaucoup de pays européens, c'est le protecteur. Quand le protecteur vous dit que finalement vous n'êtes pas agressé, quand il reçoit votre ennemi possible, c'est-à-dire Vladimir Poutine, tout en lui fixant des ultimatums qu'il ne respecte jamais, quand on lui demande de sanctionner et qu'il dit mais je ne vous sanctionnerai pas parce que vous achetez aussi du gaz russe, qui est quand même d'ailleurs inacceptable. Et du pétrole russe, là où il n'a pas entièrement c'est d'ailleurs inacceptable. Oui. Mais donc votre allié n'est plus votre allié. Comment vous expliquez cette faiblesse de Donald Trump par rapport à Vladimir Poutine? Parce que Donald Trump, il a du respect pour les autocrates et pas pour les démocrates. Il a peur de lui? Je pense qu'il
croit toujours pouvoir s'arranger. Il est toujours en train de penser qu'il va y avoir un deal possible avec Poutine. Mais pour parler d'expérience, il n'y a pas de deal possible avec Poutine sans un rapport de force. C'est la même chose pour Israël. Israël dépasse toutes les limites, y compris même d'aller au-delà de ce qui se passe à Gaza et d'évacuer la population. D'aller frapper des membres du Hamas au Qatar. Frapper des membres du Hamas. Le Qatar, allié des États-Unis. Au Qatar, il y a une base américaine de 10 000 personnes financées par le Qatar. Israël bombarde le Qatar. Où est le protecteur? Il n'est pas là. Alors donc, on est devant cette situation où l'allié américain, loin d'empêcher les guerres, les perpétue, loin de punir les autocrates, essaye de discuter avec eux. Et même pour l'Iran, il a frappé une fois, qu'est-ce qu'il fait depuis? Rien. Même pas essayer de discuter, de négocier pour qu'il n'y ait pas de nucléaire iranien. Dans ces conditions-là, il faut en tirer la conclusion, dans ces conditions-là, c'est l'Europe qui doit se bâtir différemment du passé. Et notamment la France et l'Allemagne et la Pologne. Et bien sûr le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni n'est pas dans les 27. Donc c'est cette condition-là qui va faire qu'à un moment, il y aura une réaction. Et je reviens à la situation française. Si la France est faible, si la France est divisée, si la France est soumise à l'extrême droite dans quelques mois ou dans quelques années, comment pourra-t-on assurer la sécurité du continent ? Vous parliez d'Israël il y a quelques instants. Depuis le 7 octobre, depuis qu'Israël a lancé son opération sur Gaza, on en est à plus de 60 000 morts, chiffre fourni par le Hamas, mais jugé comme crédible par la plupart des ONG et par l'ONU. Il y a un mot aujourd'hui qui déchire les opinions publiques, c'est le terme de génocide. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un génocide, ou est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron par exemple, c'est aux historiens de le dire, je ne me prononcerai pas? C'est pas aux historiens, c'est aux juristes de le dire. Il y a une définition. Il avait dit historien. C'est pour ça que j'ajoute aux juristes, au droit international de le dire. Il y a une définition de ce qu'est le génocide. Ce n'est pas simplement un crime de guerre, c'est plus qu'un crime contre l'humanité. C'est la volonté d'anéantir tout un peuple. Est-ce que vous utilisez... Et donc aujourd'hui, si le gouvernement de Netanyahou allait jusqu'au bout de ce que l'extrême droite israélienne demande, c'est-à-dire l'évacuation de toute la population de Gaza, et donc, d'une certaine façon, la prise de ce territoire-là et de ce nettoyage ethnique, on serait dans une évolution génocidaire. Mais on n'y est pas aujourd'hui, si je vous suis bien. C'est un processus. Encore, mais c'est un processus qui est, hélas, aujourd'hui ouvert. Et c'est ça qui est extrêmement grave quand on sait l'histoire de la construction d'Israël et de ce qu'a été la Shoah et de ce qu'a été aussi le crime abominable terroriste du 7 octobre. C'est pour ça qu'il faut aider les Israéliens à arrêter cette guerre, puisque la majorité de la population en Israël veut arrêter cette guerre, parce qu'elle sent bien qu'elle va être isolée dans le monde et accusée d'un crime qui est odieux. Dans ce contexte, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison, dans quelques jours, de reconnaître l'État de Palestine? Vous êtes sur la même ligne que lui, ou vous considérez, comme certains de ses détracteurs, que c'est en quelque sorte donner le point au Hamas, reconnaître la Palestine après les drames horribles du 7 octobre? Cette reconnaissance aurait pu avoir lieu plus tôt. Et moi-même, d'ailleurs, j'aurais pu aller jusque-là. Il s'en est fallu de très peu à la fin de mon quinquennat. À ce moment-là, le gouvernement israélien était tout prêt d'aboutir à cette solution. Il s'y est refusé. Donc Emmanuel Macron a raison de reconnaître l'État palestinien, même si, dans les faits, ça ne changera rien à la situation sur le terrain, puisque le gouvernement de Netanyahou continue ses opérations. Mais il a raison, parce que ça va donner une pression supplémentaire en cas d'accord de paix pour qu'on aille vers la reconnaissance des deux États. Mais un moment même où cette reconnaissance aura lieu, parce qu'elle aura lieu dans le cadre des Nations Unies, il y a la volonté maintenant d'Israël de nier l'existence d'un État palestinien. François Hollande, il nous reste peu de temps, 2 minutes je crois, pour aborder 2027. Je sais, c'est loin. On est à 18 mois à peu près de l'élection présidentielle. Est-ce que la gauche doit se résoudre à avoir 2 candidats, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et un autre candidat, quitte à perdre, quitte à ne pas être présente au second tour? Et c'est comme ça qu'elle va gagner, ou qu'elle pourrait gagner. Avec 2 candidats? Et bien sûr. Oui. J'ai moi-même été élu en 2012, c'est pas si loin. Il y avait déjà Jean-Luc Mélenchon, il y avait même une candidature écologiste à l'époque. Ça n'a pas empêché le Parti socialiste que je représentais, ou un mouvement plus large d'ailleurs, de l'emporter. Donc c'est pas le fait qu'il y ait 2 candidatures, c'est 2 candidatures qui sont sur 2 lignes totalement différentes. Ça ne veut pas dire que les électorats ne peuvent pas à un moment se retrouver, mais les 2 lignes sont différentes. Et qui doit être le deuxième, à part Jean-Luc Mélenchon, et comment doit se faire le choix? Moi, j'ai la même idée que celle que j'ai toujours eue, c'est à travers un parti socialiste autonome
capable de s'élargir, Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve et beaucoup d'autres. Moi, je demande à tous ceux Est-ce que dans les beaucoup d'autres, vous incluez? Non, moi, je suis déjà dans le Parti socialiste. C'est pas ça que je veux dire. C'était pas ma question. Je sais que vous êtes au Parti socialiste. Il faut je vous demandais si dans les 3 points de suspension, non, moi, je vous n'essaie étiez pas dedans. de porter un message personnel, je veux dire, à travers vous. C'est de revenir tous dans la même organisation qui a été puissante et qui va jouer un rôle important. Et c'est dans cette organisation, dans ce grand mouvement, que le candidat ou la candidate sera choisi. Mais sans passer par une primaire. Non? Enfin, Donc ce sont les sondages qui jugeront. La primaire au sein du Parti socialiste, ça a déjà eu lieu. Ça ne me gêne pas. Si, à un moment, c'est l'opinion qui fait quand même la différence. Mais pas avec une primaire, avec des partis qui sont sur une ligne qui n'est pas celle du Parti socialiste. Mais pour être parfaitement clair, vous dites je ferai tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir pour que la gauche gagne, et pas la gauche de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne serai pas candidat, ou vous n'allez pas jusque-là aujourd'hui? Mais je ne vais pas être là-dessus candidat, c'est pas le moment. Et puis c'est pas la bonne manière. Si on veut qu'il y ait une candidature qui soit crédible pour être victorieuse, candidature qui soit large, qui parte de la gauche, qui prenne une partie du centre. Sinon, c'est pas possible d'arriver au second tour. Eh bien, il faut travailler, il faut avoir une grande famille politique, il faut s'élargir autant que possible, et puis il faut avoir des idées nouvelles. Il faut prendre en compte ce que vous avez décrit, ce que je partage, c'est-à-dire la menace quand même d'une mise en cause de notre démocratie. Si c'est aussi grave la situation dans le monde, si c'est aussi périlleuse que vit le continent européen, si c'est aussi menaçant d'avoir la fin de l'état de droit, très franchement, il faut s'engager. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il ne faut pas rester inerte, il ne faut pas rester inactif, parce qu'il y a des tendances qui sont suffisamment lourdes pour être irréversibles. Il faut se mobiliser. Et donc moi je fais partie de la mobilisation. Merci beaucoup François Hollande. Merci.